Merci de nous recevoir chez vous pour le point de l'actualité de ce jour. Dans un instant, le sommaire. Les candidats au Hajj de l'agence Bab-Makka ont reçu ce matin la visite d'une délégation du Haut Commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho. Des précisions dans ce journal. À suivre également dans cette édition d'information, une déclaration de l'Union des journalistes sportifs du Niger, l'UGCN, sort de son silence pour apprécier la situation délétère qui prévaut dans le mouvement sportif nigérien depuis quelques mois. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonne rupture de jeûne. Débutons ce journal par cette brève. Des éléments présumés du groupe terroriste Boko Haram ont attaqué hier nuit la prison civile de Difa, tuant le capitaine en poste Ari Issa. Côté assaillant, 3 individus seraient tombés sous les balles des forces de défense et de sécurité. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Western Union a organisé hier soir à travers Régie Pub une rupture de jeûne collective à l'intention de sa clientèle. Plusieurs clients et représentants des banques d'interface de cette institution financière et des communautés étrangères vivant au Niger ont pris part à cette rupture de jeûne qui a eu lieu à l'hôtel Ténéré. C'était en présence de nos reporters Michel Légy et Alidou Bourema. C'est une initiative à travers laquelle Western Union a voulu témoigner de sa proximité et partager ses valeurs avec sa clientèle en cette période de Ramadan. Western Union est le leader mondial du transfert d'argent. Western Union regarde vers sa clientèle. Western Union vous offre cette rupture pour vous montrer que le concept d'économie sociale et solidaire est en vigueur chez Western Union. Donc avec Western Union, c'est un transfert d'argent rapide, simple, sécurisé et efficace. Cette rupture de jeûne a été également un moment de retrouvailles pour les ressortissants des autres pays africains qui ont salué le rapprochement des peuples et des communautés que offre Western Union à travers ses prestations. Ce sont que des approches que l'Western Union tente de faire chaque année que l'Western Union organise ce genre de manifestations afin de démontrer à ses clients qu'il est toujours avec eux. Non seulement il fait tout pour faciliter l'envoi de l'argent comme on le connaît, et en dehors de ça, il essaye quand même d'organiser quelque chose pour prouver à ses clients qu'il est toujours avec eux. Western Union, un des moyens les plus sûrs pour envoyer de l'argent à vos proches où qu'ils se trouvent. Parlons à présent du Hajj 2015. C'est dans quelques mois au niveau des agences de voyage pour le Hajj et la Umrah. L'on s'attelle déjà à la formation des futurs pèlerins. C'est l'exemple de l'agence Bab-Makka dont les candidats ont reçu ce matin la visite d'une délégation du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah, le Koho. Le compte rendu de Hassan Saleh Moustapha. Mieux préparer les futurs pèlerins sur les différentes étapes du pèlerinage pour effectuer le Hajj sans grande difficulté. C'est l'objectif des séances de formation des candidats au Hajj qu'organisent chaque année les agences de pèlerinage. À l'agence Bab-Makka, la formation est dans sa 4e semaine à Niamey. Idem dans certaines régions du pays, à savoir Dosso, Tawa, Maradi et Zander. Sati uku ce ga yanzu da muka fara farkon azumi muka fara karanta son nan kuma karanta son nan ba nan Niamey da kace muke na muna yi shi ana yi shi Dosso. Ça fait 3 semaines déjà qu'on a commencé à former les candidats pour les Hajj qui ont fait confiance à notre agence. Cette formation s'est faite en même temps dans les régions de Dosso, Tawa, Maradi et Zander. Nous formons les candidats sur les différents rites du Hajj. Cette formation ne concerne pas seulement l'agence Bab-Makka, même les candidats de certaines agences sont concernés. La formation est assurée par nos encadreurs très expérimentés. Cette année, le Koho nous a donné des documents que nous distribuons aux pèlerins, toujours dans le cadre des préparatifs du Hajj. kuma mun ba mallamai kuma sun sa shi da nasu wanda suka saba yin kullum tunda yau da gobe sai Allah wanga mallaman wallahi saka musu alheri sun dade cikin wannan yake kuma sun kure cikin sun iya shi insha Allah. Tous les week-ends, les candidats pour le Hajj de l'agence Bab-Makka et même ceux des autres agences se rendent massivement à l'école Sabongari pour s'exercer. C'est une formation que nous prenons chaque samedi et chaque dimanche de 9h à midi, deux fois de 9h à 11h30. La formation
porte sur les différents rites du Hajj, dans le travail qu'on aura à faire sur le lieu saint. Non seulement les différentes phases, les noms des rites, les conditions de ces rites, les interdits, ce qui est permis et les doigts qu'on doit prononcer en tout cas aux différents niveaux. Par exemple, avant de quitter sa famille, aux membres de la famille qu'on quitte, il y a un doigt qu'on doit prononcer. À l'entrée des mosquées également, à la sortie des mosquées, lors de la visite, par exemple, du cimetière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou de ses califes, etc., etc. Donc c'est cela qu'on est en train de nous apprendre. Et compte tenu du temps que va prendre cette formation et de la qualité des formateurs que nous avons constatés, je pense que ça va bien se passer et il n'y aura pas de problème. Ainsi, ce dimanche, les futurs pèlerins de l'agence Abba Makka en formation ont reçu la visite d'une délégation du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra à Koho. Objectif, s'inquiéter du déroulement de la formation, mais aussi encourager les futurs pèlerins et les encadreurs. Je l'annonçais dans les titres, le bureau exécutif de l'Union des journalistes sportifs du Niger, UJSN, a rendu public cet après-midi une déclaration. Dans celle-ci, l'UJSN a su apprécier la situation du sport nigérien en général et celle née du retrait de délégation de pouvoir à 9 fédérations sportives. Suivant un extrait de cette déclaration lue par le président de l'UJSN, M. Slimane Mohamed Kanoua. Persuadé du rôle important que joue le sport sur le plan social, éducatif, économique et diplomatique pour une nation. 1. Déplore et fustige cette décision du ministère en charge des sports, lourde de conséquences, notamment au plan international, de retirer la délégation de pouvoir à 9 fédérations sportives, dont certaines avaient déjà amorcé le processus de renouvellement de leur structure. 2. Salue la création d'un comité paritaire par le ministère de la Jeunesse et des Sports, placé sous la direction du président du comité olympique et sportif du Niger, Kosni, tout en espérant que le mouvement sportif nigérien a pris désormais le chemin de la sérénité et de la sagesse. 3. Met en garde contre toute tentative de remise en cause des travaux du dit comité qui doit s'exercer à trouver des solutions idoines d'une sortie définitive de crise au plus tard le 1er août 2015 selon son agenda. 4. Interpelle le président de la République, chef de l'État, El Hadj Issoufou Mahamadou, à donner au sport toute la place qu'il mérite en tant que vecteur du lien social et éducatif. Le bureau exécutif de l'UJSN l'invite à afficher une ferme volonté politique dans ce sens. 5. Exhorte l'État du Niger à accélérer le processus d'un mécanisme périn et légal au sempiternel problème de financement du sport qui retarde profondément l'exercice de la pratique sportive et constitue la principale cause des contre-performances criardes enregistrées par le sport nigérien. 6. Interpelle les responsables des fédérations sur leur véritable rôle et mission historique d'encadrement de l'avenir de la nation que constitue la jeunesse, sur la nécessité de respecter leurs textes. Ils se doivent d'avoir à l'esprit qu'ils ont été élus pour servir le sport et non pour se servir du sport. 7. Appelle le ministère de la Jeunesse et des Sports à privilégier l'esprit de dialogue et de concertation avec ses partenaires naturels, particulièrement les fédérations et le COSNI. 8. Fustige l'attitude du ministre en charge des sports quant à sa volonté d'écarter la presse sportive privée dans la couverture médiatique de certains événements d'envergure nationale, comme ce fut le cas lors de l'installation du comité paritaire. 9. Appelle les journalistes sportifs à plus de responsabilité et de vigilance dans le traitement de l'information et le développement du sport nigérien. 10. Enfin, le bureau exécutif de l'UJSN présente ses condoléances les plus attristées
aux familles endeuillées par les agissements barbares de la secte terroriste Boko Haram, qui sont aussi de nature à freiner la pratique du sport dans la région de Difa, et apporte son soutien aux forces de défense et de sécurité. La suite de ce journal, la consommation du tamarin pendant ce mois de Ramadan, c'est le menu du volet reportage de cette édition d'information. Le jus de tamarin, ses vertus et précisions dans ce reportage de Memouna Daouda et Chebou Guissou. Fruit tropical de couleur marron et de saveur acidulée, le tamarin est consommé par beaucoup de personnes, surtout en ce mois béni de Ramadan, ce qui fait l'affaire des revendeurs. Le tamarin nous provient du Burkina, Nigeria et Malanville. C'est pendant ce mois de Ramadan que les gens achètent beaucoup le tamarin. C'est pendant la période du Ramadan que les gens consomment beaucoup le tamarin. Nous vendons la tasse entre 1000 et 1100 francs. Utilisé dans la préparation du jus, le tamarin est aussi utilisé comme condiment. Les consommateurs trouvent satisfaction en prenant le jus de tamarin à la rupture. Je suis venue au marché pour acheter du tamarin pour le Ramadan parce que je me sens bien quand je consomme le jus de tamarin. Le tamarin est un fruit qui a une grande valeur nutritive selon les spécialistes. Alors consommez des jus à base de tamarin pendant ce mois de jeûne. La partie magazine de ce journal, la ville de Marrakech, c'est au Maroc, a abrité en avril dernier le 20e anniversaire de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, dont l'acte de naissance avait été signé dans cette cité historique marocaine. Placé sous le thème 20 ans de l'OMC, célébration des succès et défis pour l'avenir, cet événement a vu la tenue d'une conférence internationale des ministres africains du commerce, une trentaine, ainsi que plusieurs personnalités de premier rang, dont le 4e vice-président du Parlement nigérien, le député Ben Mohamed Omar, qui a brillamment participé à un panel de haut niveau où il a été question de la préparation de l'Afrique pour la 10e conférence ministérielle de l'OMC au Kenya en décembre 2015 et les enjeux pour l'Afrique de la réunion de Nairobi. Voici en partie magazine de cette édition l'intervention du député Ben Omar Mohamed. Cette partie magazine sera suivie de l'intégralité de la conférence ce soir à partir de 21h. Très bonne réception et merci de nous avoir suivis. Je dois dire que en tant que ressortissant d'un pays qui est membre du Sahel, nous avons des contraintes physiques naturelles. Et ces contraintes physiques se sont accentuées ou aggravées par un certain nombre de faits politiques dans l'histoire. Notre pays a connu beaucoup de rébellions armées et ça a joué, ça a eu un impact dans le nord du pays par exemple, ça a eu un impact sur les échanges et notamment le tourisme. Un pays comme le Maroc, un pays comme la Tunisie, voyez-vous l'apport du tourisme dans le PIB. À cette même échelle, nous étions l'un des pays en tout cas les plus courtisés et les plus visités en tout cas du Nord, c'est-à-dire de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique. Mais depuis la décennie 90, quand on a connu un certain nombre de mouvements armés dans le nord de notre pays, pratiquement le tourisme a pris un coup dur et qui a eu son impact tout naturellement sur l'économie nationale. Après cela, aujourd'hui, il faut dire que le Niger, nous sommes pris en tenaille, en sandwich, par plusieurs faits qui, combinés, peuvent porter un coup dur à l'économie nationale, au commerce, au libre-échange et au développement. Incontestablement. Et ça, c'est quoi d'abord? Vous voyez tous ces mouvements djihadistes qui sont en train de nicher pratiquement dans la bande saharienne, le sud libyen notamment. Vous avez au sud Boko Haram qui, heureusement maintenant avec la coalition internationale, avec le soutien de la communauté internationale, est en train d'être éradiqué. Mais également, vous avez d'autres mouvements, d'autres forces centrifuges qui sont en train de remettre la stabilité politique institutionnelle. Or, sans stabilité politique, sans stabilité de gouvernance, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de libre-échange. Or, le libéralisme est par essence fondé sur la stabilité entre l'investisseur et le pays qui reçoit les investissements, mais également confiance dans les normes édictées.
Un pays attractif, c'est un pays qui ratifie et qui est un pays qui a une superstructure assez stable, assez connue, suffisamment lisible, avec une grande lisibilité, ayant ratifié tous ses engagements internationaux avec ses différents partenaires et qui protège et qui attire par une législation assez attrayante. C'est cela aussi la première couche qu'il faut installer. La deuxième couche, c'est quoi? C'est les potentialités que recèle le pays. Un pays comme le mien, aujourd'hui, a énormément de potentialités. Mais nous avons été handicapés par notre histoire. Nous avons été handicapés par notre climat. Nous avons été handicapés également par notre emplacement géographique. Un pays continental, sans littoral, situé au cœur de l'Afrique, avec une pluviométrie qui dépasse à peine 600-700 mm par an, 3 mois sur 12. Une économie, une agriculture de subsistance, faite juste pour nourrir les besoins alimentaires de ces populations. Voyez-vous son apport dans le commerce, d'abord dans le commerce, les circuits de commerce nationaux et le circuit extérieur est quasiment insignifiant. Or, il faut que ces genres de pays, aussi fragiles que nous sommes, on est en train d'intégrer aujourd'hui la composante sécurité comme étant une composante incontournable. Et l'année dernière, une mission de haut niveau conduite par le secrétaire général des Nations Unies, avec le Fonds monétaire, la BAD, l'Union européenne sont venus. Vous savez, il y a quelques décennies, quand vous parlez de développement ou d'investissement étranger au niveau de ces différents bailleurs de fonds, la composante sécurité est mise à l'écart. On n'y pense même pas à investir dans la sécurité. Aujourd'hui, de plus en plus, les avis sont en train de converger pour dire qu'il faut d'abord investir dans la sécurité. Avec ce que nous sommes en train de constater, regardez Daesh en Irak, Daesh aujourd'hui en Afrique du Nord, Boko Haram en Afrique occidentale, ça veut dire qu'il n'y a plus de développement, il n'y a plus de stabilité, tant qu'on ne prendra pas des mesures pour pouvoir éradiquer tout ce qu'il y a comme niche de forces centrifuges susceptibles à un moment ou à un autre de porter atteinte à la stabilité nationale et au développement économique. Pour circuler, pour échanger, pour commercer, il faut bien qu'il y ait de la stabilité. Il faut qu'à un moment ou à un autre, vous dites que je ne crains rien, je dois circuler. Nous avons été victimes encore, il y a quelques années, de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pratiquement la mamelle de l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, depuis les problèmes que nous avons connus ces quelques années en Côte d'Ivoire, vous avez vu comment l'économie ivoirienne, qui elle a des répercussions sur les économies des pays de l'internat, a eu un effet extrêmement grave, ravageur, à telle enseigne qu'aujourd'hui, le retour de la paix, de la stabilité en Côte d'Ivoire est en train de créer l'espoir, un retour d'espoir continu, certain, et qui est en train de donner du punch à l'économie de toute la zone ouest africaine. Un pays comme le Nigeria, c'est également un autre puissant, un autre géant. Avec ce qui se passe aujourd'hui au nord du Nigeria, l'affaire Boko Haram, les différents problèmes que nous avons connus au Nigeria, l'économie de la sous-région, parce que des pays comme le Cameroun, comme le Tchad, comme le Niger, comme le Bénin, tous ces pays vivent sur le dos du Nigeria, malheureusement avec l'instabilité connue dans le nord Nigeria et qui est en train d'avoir des effets négatifs sur le reste des autres États, a des induits assez graves sur l'économie de tous ces pays-là. C'est pour vous dire que la stabilité est une condition sine qua non pour le développement, une condition sine qua non pour le développement du commerce, une condition sine qua non pour le libre-échange. Je ne tiens pas encore l'avis, je ne tourne pas la page maintenant des accords, et ce sera l'objet de notre thématique. Quel enjeu pour Nairobi? Il ne suffit pas seulement de signer des accords, mais faut-il aussi les formaliser? C'est cela que nous devons avoir à l'esprit, et c'est cela que nous devons mettre en avant pour que d'ici, au vu des accords de Bali et au vu de la prochaine réunion de Nairobi, il faut que nous opérationnalisons un certain nombre de mécanismes parce qu'en tant que pays, moi je donne l'exemple de mon pays, le train, c'est maintenant que nous sommes en train de connaître les premiers rails dans notre histoire. C'est un retard grave, vous convenez avec moi. Mais pour le faire, il faut bien que les barres de fonds et le partenariat public-privé puissent jouer sa part, puisse jouer sa contribution active pour que les trains aujourd'hui, quand même, nous sommes au XXIe siècle, c'est une condition sine qua non pour le développement dans le cadre des échanges. Mais dans beaucoup de nos pays, nous n'avons jamais connu le train. C'est maintenant qu'on est en train de poser les premiers rails. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et entre autres, dans les accords et dans l'opérationnalisation de ces accords, il faut y aller vite. Il faut y aller vite parce que le développement, c'est concret. Le commerce, c'est concret. Et les accords également doivent être concrets. Monsieur Benarmal, tout à l'heure, vous l'avez dit, clairement et sans détour, c'est formaliser tous les accords, toutes les conventions. C'est ce que vous attendez aujourd'hui de cette conférence de Nairobi. Absolument, absolument. Pourquoi? Parce que si on ne formalise pas, ça veut dire que bon, on se rencontre,
on popote et on se disperse sans pour autant avoir une ligne de défense. À plus forte raison, une ligne à partir de laquelle on doit se dire voilà les acquis qui ont été engrangés. Parce que nos peuples attendent de nous un certain nombre d'acquis en termes d'accords. Or, aujourd'hui, si je prends l'Afrique, nous avons déjà un avantage comparatif par rapport aux autres continents. Ce sont les communautés économiques régionales. Si réellement le travail se fait, je prends le cas de ma communauté qui est la CEDEAO, aujourd'hui nous sommes très avancés sur ce plan de l'intégration régionale. Or, avec toutes les mesures qui ont été édictées par l'Union africaine, en accord avec l'OMC, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui dorment dans les tiroirs. Il faut dépoussiérer, je crois, ces dossiers-là. Et avoir d'abord la volonté politique, parce que rien ne peut se faire sans volonté politique. Il faut avoir la volonté politique de dire que nous allons vraiment ouvrir les barrières, aller vers un tarif extérieur. Par exemple, chez nous, à la CEDEAO, le tarif extérieur commun est déjà en vigueur. Il y a des prélèvements qui se font. Cependant, il y a un certain nombre de problèmes. Je ne dis pas que tout est rose, que tout est bien. Même au sein de la CEDEAO, il y a des couacs. Aujourd'hui, un pays comme le Niger n'a pas la même structure économique comme la Côte d'Ivoire, ou la Côte d'Ivoire et la Gambie. Il y a un certain nombre de disparités, mais qui sont comblées par un système de vases communicants. Le Niger exporte quoi? Exporte l'oignon, exporte aujourd'hui dans le cadre de l'UMOA ou de la CEDEAO de la viande, à pied ou par mécanisme institutionnel connu de tous. Et là, nous avons, qu'est-ce que nous gagnons pour notre économie? C'est ce qui nous vient de l'extérieur, par exemple. Le sucre, le café, le cacao qui nous vient de Côte d'Ivoire. De par le passé, quand nous n'avons pas ces accords-là, ils rentrent, ils sont taxés. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Ça veut dire qu'il y a un manque à gagner quelque part. Mais ce manque à gagner, il faut le récupérer dans un autre dossier, dans un autre terrain, et en ce moment, en disant que voilà les dispositions qui sont prises par les États, et que l'OMC, qu'est-ce qu'il doit apporter en sus dans le cadre de la formation des lois et des acteurs également par rapport à ces lois. Moi, je suis parlementaire, mais jusqu'à preuve du contraire, nous ignorons royalement, j'ai beaucoup de mes collègues dans la salle, nous n'avons jamais connu toutes ces lois-là. Deux fois, c'est ça, on a l'impression que les exécutifs travaillent en vase clos. Or, il doit y avoir une synergie entre les exécutifs et les parlementaires, parce qu'après tout, quand les exécutifs ils signent les accords, c'est nous qui les ratifions. Aujourd'hui, cette conférence-là, l'objectif c'est quoi? C'est pour nous sensibiliser, nous autres parlementaires, à ratifier pour que les accords entrent en vigueur. Mais si nous, parlementaires, nous refusons de ratifier vos accords, les différents exécutifs, est-ce que vos accords vont entrer en vigueur? Il faut que donc les exécutifs jouent franc jeu, jouent de la transparence et disent au Parlement, voilà ce que nous sommes en train de concocter à l'international. Mais également, l'OMC se doit également d'ouvrir cette fois-ci totalement sa machine pour dire, voilà les accords, vous perdez sur ce terrain, mais vous gagnez sur l'autre. C'est aussi ça le libre-échange. On ne peut pas estimer qu'on va tout gagner. Or, j'ai dit que l'insécurité dont nous avons abordé tout à l'heure, la stabilité dont nous avons fait allusion, son socle c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait nourrir? Sa sève nourricière c'est quoi? C'est la pauvreté dans nos pays. Et c'est la pauvreté des jeunes, c'est le manque d'emploi, c'est l'analphabétisme, c'est tout cela qui crée ces problèmes sociaux que nous avons, auxquels nous butons aujourd'hui et qui sont devenus des boulets que nous traînons au niveau de nos différents États. Or, tant qu'au niveau de ces organisations internationales, comme l'OMC, comme le Fonds monétaire international, comme la Banque mondiale, comme l'Union européenne, j'ai l'habitude de le dire à l'Union européenne, au Parlement ACPUE, tant que nous ne réglerons pas le problème d'emploi, parce que notre drame dans nos différents États, c'est qu'il y a un flux démographique qui est discordant avec la croissance économique. Or, quand il y a le flux de mon pays, par exemple le Niger, a un taux de croissance démographique de 4%. C'est le taux le plus élevé du monde. Or, chaque année, nous avons 500 000 enfants qu'il faut envoyer à l'école. Mais pour les envoyer à l'école, il faut des classes, il faut des maîtres, il faut des infrastructures. Où est-ce qu'on va les trouver? Il y a manifestement un problème. Il faut que donc la communauté internationale, au niveau de ces différents forats, nous lui disons qu'il y a une problématique de lutte contre la pauvreté avant de penser grand et large. Parce que ce que j'entends depuis hier à aujourd'hui, c'est que vous avez déjà une marge de manœuvre par rapport à nous autres. Vous avez une histoire économique telle que vous avez gagné un background riche, des prérequis très riches. Nous, c'est maintenant que nous sortons de la tête de l'eau. Et quand on sort tout de suite de la tête de l'eau, pour gagner ceux qui sont devant, un pays comme le Maroc, c'est un pays parti. Au plan de développement, il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, mon pays, le Niger, je ne peux pas le comparer au Maroc, en termes de, que ce soit au niveau du secteur primaire, secondaire comme tertiaire. Nous, chez nous, on cherche à vivre, à survivre.
S'il pleut une fois, il faut attendre 10 ans, c'est la même disette qui revient. Les calamités. Combien de fois vos pays, le Maroc, la Tunisie, aident mon pays, le Niger, au plan alimentaire? Donc la sécurité alimentaire, c'est un point focal de notre combat. Or, il faut produire pour vendre. Mais si on n'arrive pas à produire, qu'est-ce qu'on va vendre? Nous avons de l'uranium. Pendant des années, on nous a gardés dans ce truc d'un pays mono-exportateur d'uranium. Mais qu'est-ce qu'on n'a même pas de sang? Aujourd'hui, l'électricité dans mon pays coûte le pays le plus cher au monde, c'est le Niger. Après moi, c'est le Tchad. Ben, allez-y en France. 40% de l'électricité produite en France vient de l'uranium du Niger. Or, combien coûte l'électricité en France le kilowattheure? Voilà des problèmes que nous devons poser en termes politiques pour dire qu'il faut arrêter. Le pétrole, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous sommes un pays pétrolier, nous avons trouvé du pétrole. Vous avez parlé des Chinois. Mais les Chinois, c'est parce que eux, ils ne sont plus exigeants comme le font les Occidentaux par rapport à un certain nombre de critères. Critères droits de l'homme, critères ceci, critères cela. Cela ne veut pas dire que c'est des enfants de cœur. Ils ne viennent pas, les mouches, s'ils descendent, qu'il y a du miel là-dedans. Eh oui, entendons-nous bien. Aujourd'hui, nous découvrons leur vrai visage. Ils ne sont pas venus pour la beauté de nos yeux. Ils sont venus pour se faire de l'argent aussi, pour gagner sur notre dos. Mais au moins, nous nous disons que, contrairement à ceux qui font des calculs géostratégiques dans le temps, nous disons que c'est maintenant que nous voulons que notre gaz sorte. C'est maintenant que nous voulons que notre pétrole sorte. Et j'étais dans le gouvernement qui s'est battu dans les années 2009-2008 pour extraire le pétrole du Niger. Par contre, nos amis français, nos amis américains, le pétrole du Niger, là, il était détenu par Petronas pendant plus de 12 ans. Et nous faisons du surplace. Aujourd'hui, nous avons du pétrole et au moins il y a l'espoir que dans 5 ans, 10 ans, le Niger sera un pays producteur de pétrole. Et quand on va être producteur de pétrole, il y a quand même quelques investissements sociaux qui vont être faits. On va commencer à vouloir lorgner dans la cour des grands et à vouloir prétendre faire un certain nombre de choses. Mais sans ces ressources-là, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, merci les Chinois, eux ils ont osé parce que le risque ils l'ont pris. Et c'est ça qui va m'amener à parler du risque. Sans risque, il n'y a pas d'investissement. Il faut que le risque soit corollaire avec l'investissement. Et plus vous osez, plus vous allez ouvrir des chantiers, des portes entrouvertes par moment, et vous allez trouver que, bon, écoutez, hein, la fortune, elle se fait également sur les risques. Il faut prendre tous les risques possibles pour qu'à un moment ou à un autre, en plein Sahara, en plein mouvement terroriste, en pleine attaque terroriste, il y a des hommes qui travaillent pour faire le bonheur d'autres hommes sur d'autres planètes. C'est aussi ça la vie, et c'est ça aussi l'échange. Moi, selon ma conception. Merci beaucoup. C'est en tout cas la question que je vous posais en filigrane tout à l'heure pour voir si le risque, en effet, était un frein total à l'investissement. Vous venez de nous démontrer le contraire, en tout cas dans votre réponse. Merci. Nous allons passer la parole à la salle. Monsieur Aziz Mohamed Saleh, je suis ministre en charge de l'économie, du commerce et du développement touristique de la République du Tchad. Et une fois de plus, merci à tous les intervenants pour la clarté de leurs interventions. Je voulais juste revenir sur la question initiale, quel enjeu pour Nairobi? Je crois que les panélistes ici présents ont chacun dit quelques éléments assez importants et il est important de les synthétiser. Et je vais revenir ensuite à une question pour le président de l'Assemblée. C'est la question de l'enjeu, c'est d'abord comprendre où est-ce que nous allons dans le cadre de cette libéralisation et dans le cadre de nos échanges pour l'Afrique avant tout. Et pour cela, je crois que l'ouverture est fondamentale. Et l'ouverture, c'est nous politiques, nous avons énormément de pression, notamment de ces géants, de ces grands pays qui nous imposent leur mode de pensée, leur mode d'échanger. Et pris isolément, nous sommes très faibles. Mais l'Afrique représente la majorité des pays au niveau de l'OMC. Et je crois que c'est une force. Et cette force, il faut qu'on puisse la transmettre, notamment les débats importants qui doivent se faire dans les parlements. Pas isolément, mais dans le cadre de l'union des parlements. Et je crois qu'on profite de l'occasion de la présence d'un certain nombre de parlementaires ici pour que cette question soit inscrite à l'ordre du jour, que des débats puissent se faire et que des missions puissent se faire même au niveau de l'OMC, à défaut d'être partie prenante directement dans les discussions et dans les panels de Nairobi. Je crois que c'est une suggestion qui a tout son sens. En plus, avec la société civile, bien évidemment, c'est fondamental, c'est la clé de la réussite de nos engagements. La question de la sécurité, bien évidemment, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de développement possible sans sécurité. Et ça, il faut qu'on puisse l'imposer dans tous les agendas. Et cela, ça appelle une réflexion de ma part, c'est la question de la solidarité. La solidarité. Nous sommes tous Kenyans, nous sommes tous Tunisiens, nous sommes tous Nigériens, et ça, on doit le dire tout haut.
tous les jours, pour que les autres l'entendent et qu'ils sachent que c'est la priorité. Il est hors de question d'aller, quelle que soit l'importance en Occident pour un attentat, et qu'on ne le fasse pas lorsque ça nous concerne, ça concerne nos voisins, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Kenya, et je crois que ça, c'est fondamental. C'est de là qu'on va essayer d'avancer. Ma question maintenant au niveau du président de l'Assemblée, c'est maintenant quelle stratégie au niveau des parlements que l'on peut mettre en place, parce que vous représentez les peuples et vous avez une oreille plus attentive au niveau des Occidentaux et au niveau justement des associations, des sociétés civiles et des ONG qui peuvent vous accompagner. Donc quelle stratégie peut-on mettre en place, Nairobi et même post-Nairobi, pour que ces questions de ces représentations puissent se fédérer et avoir une stratégie commune dans ces rangs de discussion. Merci à vous. Monsieur Benamar, si vous voulez répondre rapidement. Merci, Monsieur le ministre. Votre question a tout son sens, au vu en tout cas du débat de ce matin. Et d'ailleurs, quelqu'un l'a dit, que ce soit la société civile, que ce soit les parlementaires, je dis que à la fin de ces travaux, il faut qu'il y ait une recommandation forte pour qu'à Nairobi, que toutes ces couches soient valablement représentées, mais surtout impliquées en amont. Impliquées en amont dans le processus de prise de décision. Une fois à Nairobi, ils doivent être là, vraiment bien outillés, suffisamment informés, et en ce moment, ils peuvent apporter modeste soit-elle leur contribution. Deuxièmement, quelle stratégie par rapport à la sécurité? Il n'y a pas 1000 stratégies, il y a une et une seule. C'est celle d'abord de connaître le problème, prendre la problématique à bras le corps. Suffisamment informés, nous allons décider. Parce que la bonne décision repose toujours sur la bonne information. Quand vous n'avez pas la bonne information, vous ne pouvez pas décider. Or, je disais au tout début de ce panel qu'il y a quelques années, quand vous prenez au niveau de ces grandes organisations multilatérales, quand vous parlez de sécurité, on vous dit ça c'est une question de souveraineté nationale. Avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire, non, on ne donne pas l'argent pour investir dans la sécurité. Mais il faut que les États existent. Il faut que les États soient sécurisés pour qu'ils soient productifs, pour qu'ils répondent prêts au Conseil des Nations. Il faut que les États soient leurs barrières, leurs limites suffisamment reconnues, défendues, pour que la souveraineté s'exerce. Un pays, votre pays, le Tchad, aujourd'hui il fait la fierté pratiquement de l'Afrique. À un moment donné, le président Déby, quand il mettait de l'argent dans les chars, dans les avions, on disait que non, c'est un guerrier, c'est un ceci. Mais aujourd'hui, tout le monde fait appel à lui. Regardez de N'Djamena, il a intervenu au nord Mali. Combien de vos soldats, braves soldats, sont tombés? Aujourd'hui, Boko Haram, il a fallu que le président Déby lance le holà pour que les forces armées tchadiennes rentrent au Nigeria, qui est une puissance, il faut le dire, militaire, économique et sociale de la sous-région. Il a fallu que les forces armées tchadiennes, accompagnées maintenant par les forces armées nigériennes et camerounaises, pour que Chekaou prenne la poudre d'escampette. Et aujourd'hui, ils sont battus à plat de couture. Il a fallu donc, il n'y a pas de développement sans une armée forte. Aujourd'hui, même le droit international, il repose sur quoi? Il repose sur la force. C'est la force militaire après tout. Tous ces grands-là, ils ne sont pas plus qu'ils sont des hommes comme vous et moi. Mais qu'est-ce qui nous diffère? C'est que quelque part, c'est eux qui gèrent le monde. Ils le gèrent le monde par quoi? Ils ont l'arme nucléaire, ils ont l'arme atomique, ils signent les accords, des choses que nous ne savons pas. Mais dès qu'on dit pourquoi, on dit non, ça c'est pour les grands, allez-y vous êtes des petits. Et on suit. C'est aussi cela. Je pense qu'il n'y a pas 36 000 manières dans nos parlements. Nous devons être solidaires avec nos États. Nous disons que l'heure a sonné pour que plus jamais les parlements ne doivent être marginalisés. J'ai écouté le ministre tout à l'heure, il parlait de que ce soit majorité ou opposition, quand c'est des questions d'envergure nationale, les députés se retrouvent tous à l'unisson pour défendre les couleurs nationales. Moi, dans mon pays, ça s'est arrivé. Chaque fois qu'on envoie des troupes, on envoie des troupes au Mali, on envoie des troupes au Nigeria, mais c'est à l'unisson, à l'opposition comme à la majorité, nous nous sommes retrouvés et à l'unanimité, nous avons voté l'envoi de nos troupes. Parce que il faut d'abord, s'il n'y a pas sécurité là, il n'y a pas majorité, il n'y a pas opposition, il n'y a pas parti présidentiel, parti opposition. La guerre, c'est la guerre, comme dit le chanteur congolais. Tout le monde est bombé en ce moment. Autrement, je dis, prenons les choses en main,
Mettons en place, nous avons des outils malheureusement que nous n'utilisons pas, c'est les commissions d'enquête parlementaires. Mettons en place des commissions d'enquête et demandons à l'OMC avec insistance que les parlements, la société civile soient impliqués. Il faut qu'ils soient fortement impliqués parce que ce sont les voix qui dénoncent, ce sont les voix qui osent prendre le risque et dire que non, la voie empruntée n'est pas la bonne. Revenez par là. Nous, parfois, les politiques, on le voit par moment quand nos intérêts sont en jeu. Mais eux, les syndicats, la société civile, ils le disent haut et fort et je les salue. Mais les APE, les accords de partenariat économique, quand on devait se tisser avec l'Union européenne, on a utilisé aujourd'hui, on a repoussé le problème au comité économique régional. C'est parce que nous fions nos responsabilités. Il y a des enjeux, mais les sociétés civiles sont en train de dénoncer cela. Les parlementaires sont en train de dénoncer cela. Moi, je pense que si l'OMC nous implique, si l'OMC nous donne les moyens de dire ce que nous pensons, beaucoup d'obstacles vont sauter d'eux-mêmes, beaucoup de verrous vont sauter d'eux-mêmes. Et je pense qu'il doit prendre en compte cette recommandation pour que, Inch'Allah, en décembre, nous nous retrouverons à Nairobi pour faire le bilan du chemin à mi-parcours, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à être fait. Merci mesdames. Monsieur Benamal. Vous avez fait une conclusion finalement avec les enjeux de la conférence absolument admirable.